les possibilités que nous utilisons avec le logiciel. Et je veux commencer d'abord avec les choses qui sont un petit peu plus simples, mais qu'on utilise presque chaque jour. C'est par exemple pour les conflits neurovasculaires, le volumétrie des schwannomes, la localisation des cholestiatomes dans l'oreille moyenne, la position de l'implant cochléaire, et puis on va finir la moitié de la présentation par l'IRM multiparamétrique dans les tumeurs de tête et cou. Donc pour les conflits neurovasculaires, là, ce sont les patients avec la névralgie qu'on va étudier. Là, il y a une irritation de la portion cisternale du 5 par une boucle vasculaire, le plus souvent l'artère cérébelleuse supérieure. Et on cherche la zone de fragilité, qui est la zone de transition entre la myéline d'origine centrale oligodendrocytaire et la myéline périphérique fabriquée par les cellules du Schwann. Ce sont les 2 ou 6 mm de l'origine apparente du nerf. Les critères qu'on cherche sont: est-ce que c'est une artère, parce que c'est le plus souvent la cause, plutôt qu'une veine. Son siège près de l'émergence du nerf, le croisement à angle droit entre le nerf et les vaisseaux, le déplacement du nerf au contact du vaisseau. Et pour ça, on utilise en routine 3 séquences. C'est le time of flight, donc l'artériel, ça montre les artères, le 6 qui montre les nerfs et le T1 qui montre les veines, les artères et les nerfs. Donc on a les 3 sur les séquences. Et puis, de temps en temps, ça c'est pas évident. De temps en temps, on s'en sort pas très bien parce qu'il y a trop de structures. Et certainement après la chirurgie, quand il y a des rechutes, par exemple, il y a des gens qui ont eu du téflon entre le nerf et l'artère, et puis après, ils veulent savoir s'il y a de nouveau un contact. C'est parfois très difficile de les trouver. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? Donc, il y a les programmes qu'on peut utiliser, qu'on appelle Longitudinal Multi-Study. Ça veut dire que là, on va mettre plusieurs études qui ont été faites, mais vous voyez, ce sont 3 études qui ont été faites le même jour, le même examen. Et donc, on peut les charger et on peut les co-registrer. Ici, on commence toujours avec le T1 et le T2. Puis après, on va ajouter le time of flight en couleur. Donc, on peut avoir des cartes couleurs. On cherche ceux qui sont le plus adaptés. Ici, c'est rouge. Et puis, ici, c'est pas bien fait parce qu'on veut que les artères sont rouges. Donc, on change le fénétrage jusqu'au moment où on n'a que les artères qui sont rouges. Et une fois qu'on a ça, on peut commencer à jouer. Donc là, vous voyez, c'est le T2 qui montre le nerf, le time of flight qui montre l'artère, et là, le T1 Gado qui montre le nerf, l'artère et la veine, qui est pas visible. C'est clair, les veines, là, sont pas visibles sur le time of flight. Et regardez déjà ce qu'on fait. Ici, on a mélangé le time of flight avec le T2, et là, c'est le T1 Gado avec le time of flight. Et là, vous voyez, ça c'est une veine, ça c'est une... On peut directement voir de quoi il s'agit. Et avec ça, on peut aller jouer. Et ici, vous voyez, on va simplement d'une séquence à l'autre dans les 3 plans. Et là, vous voyez, c'est le nerf. Là, c'est l'artère cérébelleuse supérieure qui est en contact. Et là, vous allez voir, voilà, on cherche quelles sont les artères. Ça, c'est une artère. Les autres sont des veines. Et là, vous allez voir aussi dans le plan axial, mais on peut changer vers le plan coronal pour voir si le nerf est vraiment aplati. Et vous allez voir, dans ce cas-là, il est vraiment aplati. Déjà, ici, on voit l'artère et le nerf. Et on attend un petit peu jusqu'au moment que ça commence à bouger dans le plan coronal. Regardez, ça c'est l'artère cérébelleuse qui aplatit dans la direction crânio-caudale le nerf 5. Donc on peut bien aller chercher ça. C'est plus difficile ici, le patient a été opéré. Vous voyez, c'est un nerf extrêmement épais, mais il y a du téflon. Mais c'est où le téflon? Et donc là, on va chercher, voilà, ça c'est l'artère cérébelleuse supérieure, et tout le reste à côté, ici, à prise de contraste, sont des veines congestives qui sont là, la veine de Dandy. Et là, vous voyez que le téflon, il est plus noir. Voilà, il est plus noir, et le nerf, il est gris, et à côté, on a les veines. Et donc, vous voyez à tel point, l'angle peut être très petit, tout est l'un à côté de l'autre, et c'est très, très difficile de le retrouver quand on n'en a pas ces couleurs, ces 3 séquences superposées pour très bien voir ce qui se passe avec le téflon. Donc, pour le téflon, c'est quelque chose qu'on utilise, et on a vraiment besoin, parce qu'autrement, très souvent, on ne s'en sort pas, et on ne trouve pas où ça se trouve. Regardez ici, c'est l'artère cérébelleuse supérieure. Il suit, voilà, là on va chercher en coronal l'artère cérébelleuse supérieure qui passe là-bas. Ici c'est le téflon et ça c'est le nerf. Vous voyez, rouge,
ici c'est noir, ici c'est gris, et ça sont les veines conjectives. Et donc vous voyez à tel point on peut aller chercher avec cette technique. Deuxième chose qu'on fait, c'est la volumétrie des schwannomes. La raison principale pour une intervention chirurgicale, c'est la croissance du schwannome. S'il n'y a pas de croissance, ils ne vont pas opérer. Donc c'est très important. Comment est-ce qu'on a suivi les schwannomes dans le passé? Avec le diamètre de la lésion, puis le volume de la lésion, on tire autour une ligne autour, mais il y a une erreur de mesure importante, et puis très souvent on a une augmentation, ça diminue, ça augmente, ça diminue, et après 4 ans, on sait la ligne qui va vraiment en haut ou qui reste plat. Donc ça prend du temps, et donc la confirmation est retardée. Mais maintenant, on a la co-régistration. Mais pour faire ça, il faut des images sous-millimétriques qui sont très fines. Et donc, une fois qu'on a ça, on peut directement, il ne faut pas évaluer 3-4 fois, on va directement voir ce qui se passe. Et regardez ce qu'on fait. Ça, c'était le passé. Voilà, on faisait des mesurements, et puis on cliquait là-dessus, et on avait le volume de la lésion. Et voilà un exemple. C'est un patient, il arrive en 2013, et là, vous voyez qu'il y a un volume 434. On le suit 1 an plus tard, et on fait le contour, et on va dire, ah, il a diminué. Ah, il n'a pas diminué, probablement c'est l'erreur de mesure qu'on voit ça. Donc pas de croissance. Même patient, on va évaluer avec le logiciel, on le met dedans. Ici, vous voyez, on a mis les 2 examens l'un sur l'autre, mais ils ne sont pas co-registrés. On va vers la co-registration, c'est parfait. Et puis, on va simplement soustraire les 2 examens, et on va donc regarder. Chez nous, tout ce qui est noir est nouveau, parce que c'est mieux visible, tout ce qui est blanc a disparu. Donc si on regarde bien, et vous voyez là, il y a un bord noir autour du schwannome. Il a poussé vers l'angle ponto-cérébelleux et pas dans le conduit, c'est normal, parce que là, il y a de l'os. Si c'est un artefact, on a toujours d'un côté blanc et d'autre côté noir, quand ça a bougé dans le plan. Ce n'est pas le cas du tout, donc on est certain de ce qu'on voit ici. Et maintenant, on est en train de vérifier. On a des dossiers de 10 ans qu'on a maintenant calculés avec le logiciel, et ça marche extrêmement bien. Il ne faut pas attendre 3-4 vérifications pour être certain. Directement, on sait ce qui se passe. Localisation des cholestéatomes dans l'oreille moyenne. Le diagnostic, pour nous, aujourd'hui, c'est le non-EPI, diffusion. Et on fait le cone beam dans le cas le chirurgien va intervenir comme carte, donc comme roadmap pour lui de savoir où il va aller, où il va trouver les autres structures. Mais de temps en temps, il est difficile de connaître la localisation et l'extension exacte du cholestéatome. Certainement aussi quand dans l'oreille, il n'y a pas d'aération. Tout est gris, il n'y a pas d'air. Et dans ces cas-là, on va donc de nouveau utiliser le logiciel, 2 modalités, IRM Combine-City, faites le même jour. Et donc, ce qu'on va faire, on va d'abord choisir le non-EPI et le cone beam. Vous voyez, le champ de vue est complètement différent, axial et coronal, c'est tout à fait différent, et les autres logiciels ont beaucoup de problèmes avec ça. Puis, on va fenêtrer le cone beam City. Oui, après, on va centrer, donc élargir et centrer sur le conduit auditif interne des 2 côtés. Puis, déplacement dans le plan transversal, XY. Et puis, et ça c'est très important, il faut fenêtrer le cholestéatome, que le cholestéatome devient rouge, seulement le haut signal. Et puis, ça c'est seulement avec le logiciel d'Olia on peut faire ça, c'est roter dans les 3 directions. Il faut savoir qu'avec l'IRM, on n'a pas seulement le déplacement, un petit peu de rotation peut se passer. Et dans ce cas-là, il faut roter, être capable de roter, d'ajuster dans les 3 plans. Et c'est ce qu'on a fait ici. Donc, toutes ces étapes sont possibles. Et regardez maintenant un exemple. Là, il y a un patient, c'est clair, le non-EPI, il a un cholestéatome, hyposignal en ADC, et le voilà, il est au centre du mastoïde, vers l'épitympanum. On peut le deviner en T2, mais maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Et là, vous voyez, ils ont été trop rapides. Je marche en arrière, voilà. Donc là, le cholestéatome, et voilà l'oreille moyenne. Et vous voyez là, dans l'oreille, il n'y a pas d'air. Donc c'est très difficile de savoir l'extension exacte du cholestéatome. Et pour le chirurgien, c'est essentiel pour décider quel abord il va utiliser. Et donc c'est ça qu'on fait aujourd'hui. On va simplement les superposer. Et tout ce qui est rouge, c'est le cholestéatome, c'est le haut signal. Il est déjà dans les cellules mastoïdiennes. Il va dans l'antre, il continue. Mais regardez là, il a une fistule et il va dans la fosse moyenne. Et on voit très bien, donc là, voilà, dans le conduit sémicirculaire latéral. Et en coronal, regardez, il a détruit le toit, le tegmen,
il va dans la fosse moyenne, et puis on voit dans quelle cellule de mastoïdien il est vraiment, et celles qui sont vides, qui sont simplement avec de granulose ou inflammation. Donc vous voyez à tel point on peut aller dire au chirurgien où se trouve le cholestiatome. Et de temps en temps, c'est très important. Ça, c'est un patient qui a été opéré pour cholestiatome, et maintenant il a une fuite d'LCR. Donc nous pensons qu'il y a un récidive au niveau du tegmen. Donc on va regarder, et vous voyez là, il y a, en effet, il y a des cholestiatomes, il y a des O-signal, mais il y a un autre qui est là. Et le chirurgien, il n'a rien vu pendant l'examen clinique. Pourtant, il y a là, partout, des zones non aérées. Donc, où est-ce que se trouve le cholestiatome? Et donc là, vous allez voir, c'est le conduit auditif externe sans paroi postérieure, canal wall down. Et puis, vous voyez, au tegmen, il n'y a rien. Là où la fuite est, il n'y a rien. Mais là, il y a deux cholestiatomes sous-muqueuses, donc le chirurgien ne peut pas voir, un antérieur et un postérieur du conduit auditif externe. Et regardez dans le plan sagittal, c'est là qu'il va les trouver. Rien profond dans l'oreille moyenne au tegmen, mais là, le conduit auditif externe, et regardez là, il a deux cholestiatomes, mais couverts de muqueuses, donc il ne pouvait pas les voir. Et donc, vous voyez à tel point, c'est intéressant d'avoir cette corrélation, et pour eux, ils demandent maintenant chaque fois, avant d'y aller. Position d'implant cochléaire dans la cochlée. De nouveau, corrigistration. Pourquoi? Quand on a le scanner avec l'implant, il y a toujours d'artefacts dans l'os. Donc, le CT, il n'est plus parfait. Mais quand on va corrigistrer le scanner pré- et post-opératoire, on peut pondérer vers le préopératoire. Et donc, on peut avoir l'implant sans artefact dans l'os. Et après, on va ajouter l'IRM. Donc, deux modalités, IRM et BIMCT, examen de différentes dates. Et donc, ce qu'on va faire, donc, le pré-op BIMCT et l'IRM-T2, on va les centrer sur le CAI et réglage fin, zoom, rotation, pour être certain qu'il y a une bonne corrigistration. Et puis, on va ajouter le BIMCT post-opératoire. Mais là, c'est déjà pondéré vers le préopératoire. Et une fois qu'on a ça, on va régler de nouveau que la superposition est parfaite, et puis on va fenêtrer, qu'on voit très bien l'implant. Et regardez les résultats. Dans ce cas-là, vous voyez, c'est vraiment le scanner préopératoire. On n'a pas d'artefact dans l'os du tout, et on a sorti l'implant qui est ici, très bien visible, et qu'on voit dans la rampe vestibulaire. Donc, ils ont mis complètement dans la mauvaise rampe dès le début. Pourtant, l'autre était ouverte. Donc là, vous voyez, dans le plan coronal, on peut voir la même chose. L'implant est complètement latéral, donc dans la rampe vestibulaire. Regardez ici sur les images, c'est le sommet de la cochlée, deuxième tour de spire, et puis premier tour de spire, et vous voyez, il n'est pas dans la rampe. Mais OK, on ne voit pas les rampes. Donc, qu'est-ce qu'on va ajouter? C'est clair, on va ajouter l'IRM. Maintenant, avec le logiciel, et maintenant, vous voyez là la rampe tympanique et la rampe vestibulaire avec l'implant dedans. Et vous voyez à tel point, maintenant, on peut regarder, voilà les deux rampes, et vous voyez l'implant complètement dans la mauvaise rampe. Et là, le résultat final, donc l'implant sorti sans artefact, puis l'IRM superposé et une parfaite corrélation avec l'implant et l'oreille interne. Et donc là aussi, on a maintenant un atout qui nous aide à chercher toutes ces positions. Continuons avec l'IRM multiparamétrique dans les tumeurs de la tête et du cou. Et là, on regarde un petit peu ce qui a été dit, parce qu'on est là en train de travailler pendant quelques années. Il y a là une étude très intéressante qui vient d'Amsterdam et qui dit voilà, qu'ils ont regardé toutes les publications sur ce domaine. Ils disent que c'est un grand potentiel dans les divers aspects de diagnostic, carcinome épidermoïde et prédiction du pronostic à court terme, répondeur versus non-répondeur, et ils disent que tout le monde cherche la même chose, la corrélation avec l'hypoxie tumorale et l'hétérogénéité, parce que c'est ça qui va dire si les tumeurs vont répondre oui ou non. La conclusion est aussi que le K-trans et le VE sont les paramètres les plus fréquemment étudiés. Les autres, presque pas. Donc, on ne peut pas beaucoup dire sur les autres paramètres. L'utilisation est entravée par les variabilités des méthodes d'acquisition et post-traitement et les différentes thérapies. Donc, on a vraiment besoin des uniformes grandes études. Ils sont nécessaires pour tirer des conclusions. Donc, des centres qui font la même chose pour vraiment avoir des conclusions. Plusieurs paramètres peuvent être utilisés, mais quelle est leur valeur quand on sait que l'influence par la technique
les inhomogénéités du champ, la cartographie T1, le système d'IRM utilisé, peut changer les résultats. On doit avoir les mêmes résultats quand on répète l'étude. Et ça, même ça, ce n'est pas toujours évident. Donc, c'est très important de suivre un protocole strict. Différentes pour différentes tumeurs, là aussi, carcinome, EB, nasopharynx, oropharynx, ce sont des différentes tumeurs. Donc, on ne peut pas les mélanger. Il faut des études séparées. Différents modèles de Dynamic Contrast Enhancement et de calculs sont aussi des calculs différents sont utilisés. Et puis, l'injection, le Arterial Input Function, donc le calcul combien de sang entre et sort, c'est très important parce qu'il faut le mesurer sur la carotide externe et pas l'interne. Tout le monde utilise et automatise, c'est toujours l'artère carotide interne. Mais pour savoir ce qui se passe au niveau d'un tumeur dans le cou, il faut utiliser les branches externes. Autrement, c'est le bypass. On ne sait rien. Et donc, des moments différents pendant ou après le traitement pour le suivi. Il y a des études qui regardent après 2 semaines, 1 mois, des schémas de traitement différents, très difficiles à imposer aux cliniciens parce qu'ils sont remboursés pour les études qu'ils font avec d'autres traitements. Et donc, c'est difficile de leur dire non, vous ne pouvez pas, c'est ça dans tous les centres. Et ça rend les grandes séries plus difficiles. Mais pourquoi l'imagerie multiparamétrique? Si les paramètres ne sont pas encore 100% reproductibles, l'utilisation de plusieurs paramètres contribuera à éviter des conclusions erronées faites sur la base d'un seul paramètre. Peut-être peu fiable pour cette étude, et les 2 ou 3 autres paramètres vont corriger. Ils vont dire non, c'est ça, voilà, la direction des 3 des 4 paramètres, c'est comme ça. Lorsque nous vérifions tous les paramètres, nous allons apprendre plus sur ces techniques et la valeur des différents paramètres. On a une base de données. Et les lignes directrices sont nécessaires. Recueillir des données utiles, donc des grandes études, et les cliniciens devraient être impliqués là-dedans pour choisir ce qu'on va faire. En tout cas, la technique, elle est très demandante de regarder ici. Calibration, 3 angles on utilise. Résolution temporelle, tout le coup, chaque 2 secondes, pendant 30 secondes, ça veut dire sans image, parce qu'on a une résolution de 1,3 mm, ça veut dire dans la première minute, on a déjà 3000 images. Puis, injection, 3 cc par seconde, l'image des différentes séquences doivent être parallèles, et puis, c'est évident, c'est plus facile en 3 Tesla. Et regardez ce qu'on fait. Ici, vous voyez les 64 séries, 100 gados, et après 6 minutes, et le maximum, il est quelque part au milieu. Et là, vous voyez, on a tout le coup, hein, ce n'est pas une seule séquence. Les 64 séquences ont 100 images de médiastin jusqu'au niveau de la base du crâne. Donc, et pourquoi si vite dans le premier temps? Parce que le arterial input, il doit être exact. Et là, on veut avoir 30 points la première minute pour être exact sur ce qui se passe là-bas. Donc ça, c'est très important de l'avoir. Et c'est évident, quand on veut être si exact, on ne veut pas irradier, donc c'est mieux de le faire en IRM. Les paramètres qualitatifs, c'est la forme de courbe. Les paramètres semi-quantitatifs, c'est les aires totales sous la courbe, le time to peak, le rehaussement maximal et le washout. Ça, c'est le premier paramètre, c'est la perfusion, la courbe. Puis le deuxième, c'est le IVIM. C'est le Intravoxel Incoherent Motion, c'est la vraie diffusion. C'est la diffusion contenue du flux vasculaire. Donc, normalement, on a ça. Ça, c'est la courbe de ADC qu'on a de routine. Mais ce n'est pas juste parce qu'ici, c'est influencé par le flux. C'est l'exponentiel là. Mais si on corrige pour ce qui est vasculaire, c'est une ligne droite. La diffusion doit être une ligne droite, comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup de valeurs de B qui sont très basses. Et comme ça, on peut l'exclure et on peut recalculer la vraie diffusion qui est la ligne D. Et donc, ça, c'est important. C'est pour ça qu'on utilise 11 valeurs B pour aller chercher ce qui se passe avec ce niveau vasculaire. Et puis, la perméabilité, là, on a besoin d'un logiciel. Et c'est là que c'est indispensable d'avoir un logiciel qui calcule ça, parce qu'il y a beaucoup d'images. Et là, il y a des modèles. Et le modèle que nous utilisons, c'est le Extended Tofts. Et là, on va voir ce qui se passe, donc, comment le gado sort du vaisseau vers l'espace extracellulaire, extravasculaire. Donc, pour le T2 cerveau, tout le monde sait ce qu'on fait dans le cerveau, c'est le T2 étoile. On ne peut pas utiliser, on peut, mais c'est très difficile à utiliser dans le cou, parce que là, il y a beaucoup d'air, ça bouge, donc il y a beaucoup d'artefacts de susceptibilité. C'est pour ça que presque tout le monde utilise le T1.
hein, et la perméabilité qui regarde la microvascularisation. Et là, le cas trans est très important. Le plus souvent étudié, c'est la perméabilité capillaire, puis on a la fraction volumique sanguine, le VE, c'est la fraction volumique interstitielle, et le KEP, c'est le retour de l'espace extracellulaire extravasculaire vers le plasma. Maintenant, les indications, on peut caractériser des tumeurs, on peut, pré-traitement, on peut planifier, on peut déjà savoir si ça va être un répondeur ou non répondeur, et puis on a la surveillance du traitement et le suivi. De nouveau, la perfusion, perméabilité et IVIM qui vont être utilisés là. Et puis, évaluation du pronostic, prévision des résultats, perméabilité. OK. Un des premiers articles, c'était de Soumis. Et c'était très intéressant. Et là, il regarde les différentes courbes. Type 2, type 3, descente, donc plateau, descente moins de 30%, plus de 30%, c'est le 4. Et puis, vous voyez qu'il ne regarde pas seulement les courbes. Si on a les courbes, on ne peut rien dire, parce que, par exemple, 2, 3, 4, on a les lymphomes dans les 3. Mais il faut ajouter la diffusion, vraie diffusion, IVIM. Et là, vous allez voir, par exemple, pour un lymphome, on a toujours moins 0,6, et voilà, c'est déjà plus important que la courbe. Pour d'autres, la courbe est plus importante. Les Warthin, on va seulement trouver avec la courbe 4. Et pour d'autres, par exemple, pour les tumeurs des glandes salivaires, on a les malignes, on a, voilà, les malignes qui sont dans les deux courbes, mais avec la diffusion entre 1 et 1,2. Et puis, on a le Warthin, et puis, on a les pléomorphes. Vous voyez, quand on utilise plusieurs paramètres, ça commence à être intéressant. Et voilà un exemple. C'est un patient qui a ici une tumeur dans la glande parotide, très rond, en bas. Vous voyez, la diffusion est bas en ADC, en D, c'est la valeur IVIM. Et là, vous voyez une courbe avec un maximum très précoce, et puis un washout qui est de plus de 30%. Voilà, c'est déjà fait. Parce que c'est seulement les glomus, les tumeurs glomiques qui font la même chose, qui vont avoir un plateau qui descend plus de 30%. Donc, le diagnostic est déjà fait. Ça, c'est une tumeur de Warthin. Voilà. Donc, ici, autre courbe qu'on a utilisée. Regardez, pour les glandes salivaires, on a dit que le Warthin, il a un maximum moins que 60 secondes. Pour les adénomes pléomorphes, c'est un maximum au-delà de 210 secondes, et pour les tumeurs malignes, c'est entre les deux. Vous voyez? Donc, simplement en utilisant la perfusion, on peut déjà beaucoup faire pour les glandes salivaires, ce qui n'est pas le cas pour les tumeurs, les carcinomes épidermoïdes. Voilà un exemple, c'est un patient qui a un énorme adénome pléomorphe qu'on suit depuis des années, mais maintenant, elle a des douleurs, et regardez, vous voyez, le signal a changé. Et le signal a changé, il y a un envahissement aussi, un refoulement de la base du crâne. Et regardez la diffusion. La diffusion qui est différente dans les deux compartiments. Et on va mesurer, voilà, ça c'est le patient avec le Wharton qu'on a déjà vu. Ça sont les deux compartiments du patient avec la grande tumeur. Regardez, la partie bas a un maximum après 100 secondes et un petit washout après. Et l'autre partie qui est plus haut et en arrière a un washout qui n'est pas déjà là, parce qu'on doit attendre 210 secondes. Donc ça, c'est un adénome pléomorphe, et ça, c'est devenu maligne. Donc un adénocarcinome ex-pléomorphe adénome. Et vous voyez à tel point, la perfusion joue ici. Mais dans d'autres tumeurs, on a aussi besoin, par exemple, le lymphome, on va avoir besoin de la diffusion D aussi. Pour les tumeurs épidermoïdes, c'est différent. Là, 60% ont une courbe 3, le plus fréquent, mais 33% ont une courbe type 2. Donc, on ne peut pas utiliser seulement la courbe. Changement de la CTI pendant et après la thérapie. Donc, la courbe va changer. Ça, c'est important plutôt que regarder la courbe. Quand on donne un traitement et un patient a un 3, il va vers un 1, ça veut dire qu'il a répondu. Et c'est ça qu'on va très, très, très souvent voir. Et également utilisé pour détecter l'état post-thérapeutique et détecter si la tumeur est homogène et hétérogène, signe de Mercedes. Je vais montrer ça, ce que je veux dire, avec le signe de Mercedes. Donc, vous voyez là la distribution. Aussi pour le traitement, et ça, il faut aussi savoir, c'est une autre étude qui a été faite où on a regardé des paramètres intéressants pour voir, après traitement, s'il y a encore des tumeurs. Et vous voyez les tumeurs malignes, mais vous voyez la récurrence, il y a toujours un washout. S'il y a des changements après, il n'y a pas de washout. Ici, c'est une tumeur bénigne. Il a un pic qui est beaucoup précoce. Donc, ça sont des paramètres qu'on va utiliser. Et je montre le cas du grand tumeur qui a avec dégénérescence. Donc là, l'adénome pléomorphe avec deux compartiments. Les chirurgiens l'ont opéré. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? On a vérifié s'ils ont tout enlevé. Et regardez, dans la fosse ptérygopalatine, il y a là, en perfusion,
une hyperperfusion. Donc, on utilise ça aussi pour trouver s'il y a des récidives, parce qu'on voit mieux qu'en anatomie. En anatomie, on ne l'avait pas vu. Et puis, vous allez mesurer là-dedans, et vous voyez, dans cette lésion, donc tout le reste qu'ils ont opéré, il y a un courbe 2, et seulement là-dedans, il y a un courbe, vous voyez, avec washout. C'est le courbe 3. Donc, c'est très suspect. On va mesurer dedans, et le regarder, c'est la signe du Mercedes. Qu'est-ce que ça veut dire? On a mis un ROI. Un ROI, ce n'est pas un voxel, c'est des dizaines de voxels. Et là, c'est la distribution de la vascularisation dans tous les voxels. Un tiers du voxel a un rehaussement très rapide, un est type 1 et un tiers a un plateau. Ça veut dire que la tumeur est extrêmement hétérogène. Ça veut dire que c'est maligne. Et ça veut dire qu'on peut probablement aussi le traiter avec irradiation et des choses pareilles. Donc ça, c'est intéressant à voir. Et regardez le changement, ça aussi est très important. La courbe change. Tumeur du nasopharynx, puis après traitement. Avant traitement, on a un type 3. Après traitement, on a un type 2. Vous voyez, ça change. Ici, tumeur tonsulaire récidive. Après la chirurgie, il y a un récidive, il y a un washout. Et là, un patient qui a été irradié, et vous voyez, il y a une prise de contraste énorme, on ne sait pas de quoi il s'agit, on va regarder, il n'y a pas de washout, et ça était donc du post-radiothérapie. Donc c'est très intéressant de suivre ce qui se passe, comment les courbes vont changer. Et puis ici, on a un exemple de nouveau d'une tumeur dans la cavité buccale, et vous voyez, il y a un washout, et regardez, signe du Mercedes. Très hétérogène, très, très hétérogène. Et donc, qu'est-ce que nous allons voir? Avec la dédiffusion, on a 0,6. 0,6, donc, mais le K-trans, il est très, très bas, 0,26. Et 0,26, ça veut dire qu'il ne va probablement pas réagir sur la thérapie. Donc, hétérogène et K-trans qui sont très bas, ça va très bien ensemble pour dire qu'on a une tumeur très hétérogène. Mais normalement, si c'est hétérogène, on va aussi attendre que la radiohémothérapie va mieux faire. Mais ce n'est pas le cas. Le K-trans montre que c'est le contraire. Et ça, c'est très important. C'est un petit peu comme embolisation. On pense qu'on va arriver à la tumeur parce qu'il y a des vaisseaux, que donc les particules vont être là pour fermer la malformation vasculaire. Mais si de l'autre côté, ça redépart, ça ne va pas rester ou ça doit rester. Et c'est un petit peu la même chose. C'est très inhomogène, c'est très vascularisé, mais le K-trans, il est mauvais. Ça ne reste pas dedans. Et c'est ça qui est très, très, très intéressant à voir et de contrôler dans cette tumeur. Et regardez ce patient ici. Le patient a une tumeur sous la base du crâne, il est très homogène, donc on va dire, celui-là, il ne va pas réagir, et dans ce cas-là, le K-trans, il a 0,19. Donc probablement, le retour chez ce patient est très mauvais. Donc ça reste dedans, il va. Mais vous voyez, deux avec un K-trans qui dit ça ne va pas marcher, mais un qui a une hétérogénéité énorme et l'autre pas. Et c'est là la vascularisation ensemble avec. Donc c'est tout ce qui joue. Hein. C'est le K-trans, l'inhomogénéité, la vascularisation, c'est tout ensemble qu'il faut vérifier et qu'il faut interpréter. Et de nouveau, un exemple pour montrer que l'anatomie peut être très jolie, hein, mais jusqu'où va cette tumeur-là qu'on voit. Et quand on fait du perfusion, c'est beaucoup plus facile à regarder jusqu'où va la tumeur et où sont les changements qu'avec seulement ce qui est anatomique, même au niveau du larynx. OK, donc il faut chercher plus en détail où se trouvent les vaisseaux et si c'est inhomogène. Et regardez là, quand on est en train de faire le bi-exponentiel, ça veut dire d'aller calculer les IVIM, on a toujours cette courbe qui montre qui est vraiment la dédiffusion et ce qu'on appelle le fitted curve. Bon, j'ai déjà demandé à Legendolia de me donner là, pas le fitted curve, mais de me donner le ADC. Hein, mais c'est à peu près une approximation de ça. Pourquoi? Parce que maintenant, quand on reçoit une valeur D, qu'est-ce qu'on a? C'est une valeur D, la moyenne du 20, du 30, du 50, du 80 jusqu'à 1000. Et ça ne me dit rien. Parce que moi, je veux voir ce qui se passe là. Où est la différence vraiment avec le D? Parce que quand il y a le D qui est différent, ça veut dire qu'il y a une autre vascularisation. Et c'est là que je vais voir ce qui se passe sous le traitement. Parce que ça va me dire beaucoup plus qu'une moyenne avec beaucoup de valeurs dont je n'ai pas besoin. Et donc, ici, vous voyez une tumeur du nasopharynx. On va mesurer, vous voyez, le D, il est 60. Et vous voyez, quand on a eu le traitement, et après le traitement, il est devenu 120, presque normal. Donc, ce D, le changement de D est devenu très important. Donc, pour voir
Aujourd'hui, il y a plusieurs paramètres qui disent quelque chose, mais pour voir si le contrôle local va être plus élevé ou plus bas, il faut regarder le K-trans. Quand il est au-delà de 0,45, et ça sont de nouveau des études qui ont été faites, au-delà de 45, contrôle, oui, sous 45, pas de contrôle. Et voilà l'étude qui a été faite de Kim et Ng. Et ils disent que le K-trans était un facteur dans leurs études prédictives d'échec local après chimio-radiothérapie, ce qui implique que la vascularité et perméabilité tumorale sont plus révélatrices de contrôle local que la cellularité, le métabolisme, le volume et le T-stade de tumeur. C'est plus important. Donc, ça donne vraiment déjà une idée de ce qui se passe. Mais nous avons besoin des grandes séries et peut-être aussi, pas seulement chimio-radiothérapie, mais radiothérapie, chimiothérapie. Donc, il y a beaucoup à faire. Mais ça marche quand même. Regardez le patient ici. Il a une tumeur dans la cavité buccale qui est grand, mais on ne pouvait pas lui opérer. Il n'était vraiment pas dans un état stable. Donc, on ne voulait pas. Donc, on a essayé chez ce patient d'aller là avec la chimio-radiothérapie. Et là, vous voyez, on va mesurer et on a un K-trans, c'est très inhomogène. OK, on a déjà vu ça. Donc, signe de Mercedes très hétérogène, probablement un bon répondeur, mais le K-trans, courbe 3, mais le K-trans, 0,26. Donc, il ne va pas répondre. On va regarder ce qui se passe. Ils vont essayer. Le patient revient sous traitement et ça a doublé. Donc, sous le traitement. Mais on savait déjà, le K-trans montrait que probablement ça n'allait pas marcher. Donc, il y a 2 mois après le début de la thérapie, l'échec. Non-répondeur. Un autre exemple, un patient avec une tumeur sous la base du crâne, à droite. On pensait que c'était une otite maligne externe. Ils ont mis un aiguille, c'est plus simple. Ils ont dit simplement c'est du carcinome épidermoïde. Donc, à un endroit où les chirurgiens n'aiment pas trop y aller. Donc, on a décidé d'irradier. Ils ont décidé d'irradier. Carcinome épidermoïde, regardez, très homogène, donc probablement pas un répondeur parfait. Et en plus, c'est confirmé par le K-trans. Ici, c'est plus simple. Les 2 paramètres donnent la même chose. Ils disent « Ah, ça va être difficile ». Pourtant, en courbe 2. Mais on sait que les carcinomes épidermoïdes peuvent avoir une courbe 2. Donc, très intéressant aussi, une fois qu'on a les valeurs D, parce que là aussi, il y a de plus en plus d'évaluations, quand on a les valeurs D, on peut voir la distribution de toutes les valeurs D. Et là, c'est très important. Pourquoi? De nouveau, là, il y a des études qui ont regardé le percentile 25, 50, 75 pour voir ce qui correspond et ce qui va changer sous la thérapie. Et ce qu'on a vu, quand on prend le 50, le 75, on ne va rien voir. Pourquoi? Ce sont les régions qui ont le plus haut diffusion. Et ça dit rien du tout de tumeur. Par exemple, quand on a le P25, on a 75% de toutes les valeurs et ça devient hétérogène ou pas hétérogène. Et là, on a une meilleure idée de ce qui se passe avec la tumeur. Et donc, vous voyez là, ce tumeur-là, il a un P25 de 215 pour la diffusion. Et regardez ce qui se passe sous le traitement. Il commence à devenir plus grand. Donc, l'échec. Mais on savait, le K-trans était pas bien. Et là, vous voyez, 5 mois après le début de la radiothérapie, non répondeur. Et vous voyez à tel point, ça change. Vous voyez aussi la courbe est même devenue pire, de 2 à 3, et vous voyez, c'est devenu même plus hétérogène sous le traitement. Mais ce qu'on peut aussi voir, c'est le D-value, il est devenu plus haut. Donc le D-value n'a pas vraiment changé trop, et ça c'est intéressant parce que le D-value peut dire de 6 à 10, c'est mieux, mais regardez, c'est ça qu'il faut regarder. Le P25, là où c'est vraiment important, va de 215 à 235. Il faut au moins une augmentation de 20%. Ce n'est pas le cas du tout. Et ça dit que le patient n'est pas répondeur. Donc même si on peut penser que le D, ce n'est pas si grave, on voit maintenant avec le P25 que c'est en train d'être pire. Le patient, 10 mois après le début de la chimiothérapie, qu'est-ce qu'on a fait? Oui, on a donc décidé, après les problèmes avec la radiothérapie, d'ajouter chimiothérapie. Et donc, ils ont ajouté chimiothérapie. Et vous voyez, la convexité est rétrécie. Donc, il répond. Il répond, et regardez ce qui se passe, on va de 3 à 2. La diffusion va de 1 à 1,5. Et la courbe est bonne, et vous voyez que c'est devenu très homogène. Donc, on a des résultats. Mais il ne faut pas oublier, quand on a au début un échec, et on
tue pas toutes les cellules, à la long terme, ils vont revenir. Et donc, c'est ça ce qui se passe. On continue à le suivre, 16 mois, et regardez ce qui se passe après 16 mois. Ça pousse de nouveau et est maintenant visible dans le conduit auditif externe. Et là, courbe 2 est de nouveau là. Et la diffusion diminue de nouveau. Et vous voyez à tel point, on est de nouveau en train d'être pire et pire. Et le signe de Mercedes redevient là. On regarde ça. Donc, vous voyez à tel point, avec la courbe, la IVIM, diffusion, et le K-trans, perméabilité, on a des paramètres qui vraiment disent ce qui est en train de se passer. Mais il faut être prudent. Et dans le futur, on peut même dire un oropharynx, ce n'est pas un nasopharynx, s'il y a un Epstein-Barr, c'est différent et tout ça. Mais ce n'est pas seulement ça. Dans un seul tumeur, regardez celui-là. Il a un sinus, et on fait l'anatomie, et on fait ici la perfusion. Et regardez ce qui se passe. Ça, c'est le K-trans, c'est le map la carte du K-trans. Et là, vous voyez qu'il y a une partie de la tumeur, on ne peut pas la distinguer en anatomie. Une partie a un K-trans énormément haut et l'autre énormément bas, dans le même tumeur. Et donc là, vous voyez, les courbes sont les mêmes. La diffusion était la même dans les deux parties, mais le K-trans était complètement différent. Malheureusement, j'ai insisté au chirurgien, donne-moi une biopsie de cette partie, je veux savoir ce que c'est. Mais ils n'ont pas voulu faire, donc ils ont traité le patient et regardez ce qui s'est passé. Il a donc d'abord réagi et après c'est explodé de nouveau, probablement parce qu'ils n'ont pas contrôlé la partie latérale de la tumeur. Donc ça veut dire que même si tu as une tumeur, tu peux avoir 3, 4 différentes parties qui se comportent complètement différemment. Et c'est important parce que dans le futur, on peut donner de radiation sélective à cet endroit. Et ça devient très, très, très intéressant. Donc, vous voyez à tel point, ces choses sont différentes. Donc, voilà, je dois quand même montrer le K-trans. L'un parti était 0,7 et l'autre était 0,20. Vous voyez à tel point, c'est différent. En conclusion, il y a encore beaucoup que nous ne comprenons pas. Nous apprenons tout le temps. Mais les grandes études multicentriques, avec techniques d'IRM similaires, groupes de patients et régimes de thérapie similaires, sont indispensables pour valider les résultats et les paramètres qu'on utilise aujourd'hui. Lorsque l'analyse multiparamétrique est utilisée, on s'appuie plus sur un seul paramètre et obtient des informations plus fiables sur le type de tumeur et comment la tumeur réagit ou va réagir sur le traitement. Et en tout cas, pour nous, c'est très promettant. Il n'y a pas un seul patient qui arrive dans notre département avec un nouveau tumeur qui n'a pas tout ces examens pour pouvoir évaluer. C'est le baseline nécessaire pour suivre les patients. Je vous remercie.